Avertissement. Il est important de noter que les opinions émises par les invités entendus à cette émission leur appartiennent et ne reflètent pas nécessairement la pensée des collaborateurs de Connaissez-vous. Cette semaine, mon invité est Monsieur Richard Lavigne. Bonjour, ça me fait plaisir de vous revenir avec une nouvelle émission, un nouvel invité. Et cette semaine, je suis très content parce que on en parlait avant d'ouvrir le micro. On se connaît pas beaucoup, mon invité et moi, de façon intime, je pourrais dire. On se connaît plus de nom, de réputation un peu. Donc moi, c'est sûr et certain que j'ai l'impression que je vais en découvrir beaucoup sur mon invité. Et si, à travers moi, je suis capable de vous le faire connaître aussi, bien, l'objectif sera totalement atteint. Tout d'abord, je souhaite la bienvenue à mon invité, Monsieur Richard Lavigne. Bonjour, Richard. Bonjour, Martin. Mais là, j'ai dit monsieur, bon, on va laisser les messieurs, puis voilà. Tout d'abord, moi, comme je l'ai dit, bon, on se connaît peu. On commençait à placoter un peu avant. On vient de région. Moi, j'aimerais ça que tu nous expliques un peu où tu es né, à peu près à quelle époque, si tu veux pas dire l'année exacte. Il n'y a pas de problème, Martin. Un secret. Je suis né en 1958 dans un petit village des Bois-Francs qui s'appelle Chesterville maintenant. Avant ça s'appelait Saint-Paul de Chester. Un petit village, à peu près 400-500 personnes. Mon père était agriculteur, éleveur de vaches Holstein, pur sang. Je suis le quatrième d'une famille de 5 enfants. OK. J'ai ma sœur la plus vieille, Marie-Claude, qui est aussi handicapée de la vue, mais les autres sont pas handicapés de la vue. Alors c'est ça, je suis né sur cette ferme, fin des années 50, en pleine... après le bébé boom, hein, un restant de bébé boom, finalement. Ouais, la fin, oui. La fin, ouais, j'étais un restant de bébé boom, ouais. Et bon, donc deux enfants handicapés visuels dans la famille. Ouais, c'est bien ça, ma sœur la plus vieille, qui a, pendant longtemps, tracé ma route, hein. Elle a fait des choses avant moi, notamment aller à l'Institut Nazareth, hein. À l'époque, c'était comme ça que ça marchait, hein, quand on allait à l'école, parce qu'il y en avait bien des aveugles qui n'allaient pas à l'école encore dans ces années-là, là, au Québec et au Canada. Alors, moi, je suis allé à l'école Nazareth, là, je suis arrivé là en 63. 59, 60, 61, ouais. En septembre 63, j'avais 5 ans. Voilà, je suis allé à Nazareth, et après ça, en 70, je suis allé à Louis Braille jusqu'en 75. Alors, j'ai fait la première année jusqu'au secondaire 4, dans les écoles spécialisées, parce que dans ce temps-là, c'était vraiment spécialisé, hein. On pourra en parler de tout ça plus tard, peut-être, là, mais oui. Dans ce temps-là, c'était vrai. OK? Les vraies écoles spécialisées, on a eu et c'était d'ailleurs la base de ma vie, comme ça a été la base de la vie de beaucoup de gens de mon âge qui ont été dans ces institutions-là. On avait de très bons professeurs, hein, je veux dire, on rivalisait là avec les écoles dites ordinaires là à l'époque là. C'était pas des diplômes donnés, hein. C'était des vrais diplômes, c'était des vrais cours, c'était des vraies punitions quand on était tannant. C'était des vrais sports. Et puis on ne donnait pas une canne blanche à l'âge de 5 ans à ce moment-là. Hein. Non, ça marchait pas comme ça. Hein. Faut se débrouiller. La réadaptation, là, c'était pas comme aujourd'hui. C'était instinctif, hein. C'était instinctif, mais c'était moi je pense que c'était correct là. Je veux dire, la preuve c'est qu'on est tous vous avez tous survécu. En tout cas, beaucoup. Ceux qui n'ont pas survécu, mais c'est probablement pas à cause de ça là. Il y a d'autres choses peut-être, mais en termes de service ou d'école pour handicapés de la vue là, c'était selon moi difficile de demander mieux à l'époque. OK. Bon, ça fait ça. T'en gardes un bon souvenir? Surtout de Nazareth. Louis Braille, moins un peu. J'ai moins aimé Louis Braille. J'aimais pas vraiment les frères. C'était pas que c'était pas compétent. Là. J'aimais moins ça. C'était plus straight.
c'était plus plate, c'était plus... C'était strict, c'était... C'était un peu plus strict. Ouais. Ouais. On avait des bons profs quand même. On avait quand même beaucoup d'activités physiques. C'était important. Le sport, la piscine, le hockey, tout ça. J'ai moins aimé ça, mais c'était quand même bien. Là. Je suis pas sorti de là traumatisé, rien. Là. Mais j'étais bien content, 75, de sacrer mon camp de là. J'étais bien content parce que j'ai vécu une intégration secondaire 5 à Polyvalente à Victoriaville. Le village d'où je viens est à côté de Victoriaville. Alors, mon intégration scolaire s'est faite là tout naturellement. Faut dire que les dernières années, les premières années quand on allait à Lazareth et à Loubraille, là, dans les années 60, là, on allait chez nous 3 ou 4 fois par année. Mais vers la fin, on allait chez nous toutes les fins de semaine. Mais là, 3-4 fois par année, ouais. même si tu restais à Victoriaville. Oui, mais c'était loin des années 60, Victoriaville. OK. C'était loin, ça. Mais là, ceux ceux qui restaient en Gaspésie. Ah, ben là, à Gaspésie, il y allait 2 fois par année, ou des fois une. Je me rappelle, Réal Poirier, entre autres, des îles de la Madeleine, il allait juste l'été, lui. Même pas à Noël? Ben non, il allait chez les sœurs, chez ses tantes. OK. Émile Ouellet, je pense qu'il y a des années qu'il n'allait pas à Gaspésie, non, il allait chez sa tante à Montréal. Non, c'était loin, là. OK, c'est que les déplacements étaient très limités. Là. Ben oui, c'était limité, parce que aujourd'hui, on va à Québec, là, d'ici là, à Longueuil, ça prend 2 heures et quelques, là, mais dans ce temps-là, c'était toute une trotte à la Québec, là. Tu sais, le tunnel des Polices à Fontaine, moi, je me rappelle quand ça s'est construit, là, je suis vieux, moi, là. Non, mais OK, mais oui, parce que quand ça s'est construit, il y a le avant puis le après, là, ça qu'on voit un peu le... Puis, et ils se sont rendus compte, le gouvernement, probablement, puis les communautés religieuses, que pour les élèves qui pouvaient aller chez leurs parents la fin de semaine, c'était bien. Bon, eux autres, ça lui faisait un break, on s'en allait chez nous. Mais pour nous, moi, en tout cas, ça a été bénéfique, parce que c'est là que j'ai commencé à m'intégrer dans mon village. Un peu hasard, un moment donné, j'avais été dans un camping, puis il y avait des petits jeunes de mon village que j'avais rencontrés, puis quand j'étais retourné la fin de semaine au début de l'année suivante, mais par hasard, ils m'avaient appelé « Hey Richard, il y a un party au village à côté, viens-tu? » Et c'est là que ça a commencé, mon intégration. OK, parce que là, tu t'es fait voir, tu t'es fait... Je me suis fait des amis en partant, puis le premier soir, même, je me suis fait une petite blonde. Hein, c'était hot, ça. Là. J'ai commencé à fuir ma cigarette. C'est l'intégration, quoi. La bière, la cigarette, les filles, à 13-14 ans, là, je me sentais comme normal. La barrière du handicap tombait un peu? Un peu, mais pas tant que ça. Hein. Finalement, c'était difficile aussi. C'était bien le fun, mais je me suis rendu compte assez rapidement que c'était pas facile d'aller très loin des relations avec les filles. C'était comme de la curiosité, je pense. Hein. Un aveugle, tu sais. Et j'ai eu, à mon adolescence, dans mon intégration dans mon village, dans les alentours de la fin de semaine, j'ai eu aussi des revers, hein, des revers de... Bon, je me sentais rejeté, je me sentais, tu sais, les filles, tout ça, c'était pas facile tout le temps. Mais, comme mon père me disait, t'es mieux d'apprendre tout de suite à avoir à te faire virer de bord, t'as pas fini, hein. Parce que, moi, j'en parlais, tu sais, j'étais un peu frustré. Mes parents m'ont dit, non, là, habitue-toi, là. T'as pas fini de te faire virer de bord dans la vie, fait que t'es aussi bien de t'habituer tout de suite. Mais je sais que la question peut paraître bête et plate et peut-être pas de réponse non plus, là. Mais comment on peut expliquer que tu as été vite quand même, appelé pour aller au party et tout ça. Mais c'est quoi qui fait la différence plus tard? Tu parlais d'une curiosité. Une fois que la curiosité est comme découverte... c'est que probablement que... les problèmes sortent. Parce que quand t'es ado, tu te casses pas la tête, hein. Fait que les voyants se cassent pas la tête avec un jeune aveugle. Pas plus. Pas plus, pas moins, tu sais. C'est juste que, bon, la différence fait en sorte que, bon, c'est moins facile, puis les gens il y en a qui sont mal à l'aise, il y en a qui ils étaient pas mal à l'aise, mais il y en a qui étaient mal à l'aise, fait que, un moment donné, on allait dans un party, puis là, je disais à une fille, veux-tu venir danser? Ben, des fois, il était gêné, il osait pas, tu sais. Puis il disait pas oui, vraiment. Puis là, ben, moi, à un moment donné, j'étais frustré un peu. Fait que là, je me mettais dans mon coin un peu, là, tu sais. C'était pas toujours facile. Mais bon, je veux dire, ça, je suis content de l'avoir vécu jeune. Parce que si j'avais pas été, si j'avais été à Loubraille tout le temps, là, jusqu'en secondaire 5, là, j'aurais eu moins je pense, moins d'aptitude entre guillemets, là, confronter cette réalité-là. Parce que quand je suis arrivé à Polyvalence, j'étais déjà comme un peu, je veux dire, pas immunisé, mais quand même habitué, un peu endurci. Je connaissais la game, plus, tu sais. Puis quand je suis arrivé en secondaire 5, ben, comme je disais tantôt, on a eu de très bons profs à l'école. Fait que je suis arrivé là, j'étais outillé académiquement. Alors c'est comme ça que je me suis fait des amis à l'école, en secondaire 5. Tout le monde voulait être à mon équipe. Des travaux d'équipe, tout le monde voulait être avec moi.
Ah bon, ben ça. Richard, dis-nous qu'on écrit, nous autres, on va écrire. Fait que c'est comme ça que je me suis fait des chums en secondaire 5 pour cégep, d'ailleurs. C'est parce que j'ai eu la chance d'avoir cette éducation de première classe, là, parce que quand je suis arrivé en secondaire 5, on m'a classé dans les élèves forts. Hein, dans ce temps-là, tu avais les faibles, les moyens, les forts. Hein, à ce temps, il y a beaucoup plus de sortes. Là, mais puis moi, on m'a classé dans les forts, puis j'y arrivais quand même. Mais fort, mais aussi avec le pas gêné, savoir quoi dire. J'ai toujours combattu. J'étais un peu timide. Hein. Ah oui? Oui, il y en a qui pensent que c'est pas. J'ai toujours été un peu timide. C'est juste que j'ai toujours essayé de combattre ça. OK. J'ai toujours combattu ça. Et effectivement, ça prend du caractère. Moi, je me souviens, en secondaire 5, un prof, il disait, je me demande bien ce que je vais faire avec ça, un aveugle dans ma classe. Je me suis levé, j'ai dit, l'aveugle va écouter, puis le prof va enseigner, puis on devrait s'arranger. Tu sais, j'ai pas eu peur. Tu sais. Et cette journée-là, je me suis fait plein de chums, d'ailleurs, dans la classe. Est-ce que ça l'a démystifié un peu aussi pour le prof? Oui, parce qu'après ça, on est devenus amis. Parce qu'il a vu que tu ne laissais pas... On est devenus amis. Le prof, j'ai même resté, au cégep, il m'a logé dans sa maison. Ah oui, OK, ça a été plus loin que... Oui, on a été amis, puis je l'ai revu après, là, puis OK. on était amis, on a eu des histoires aussi, tu sais, des amis, des fois, c'est des histoires, mais on s'est revus, là, une dizaine d'années encore, là, puis on se rappelait des bons souvenirs, puis on a bien ri. Mais faut foncer. Faut foncer quand t'arrives dans un milieu que tu connais pas, puis que t'es différent, puis que faut que tu fonces. Bon, ça marche pas à tout coup, là. Mais je vais poser une autre question un peu bête, mais tu m'as quand même ouvert une petite porte, là. Avoir une sœur non-voyante, est-ce que ça t'a aidé? Est-ce que... Ben oui, ça m'a aidé parce que moi, quand j'étais chez les sœurs, ben j'avais ma grande sœur avec moi qui était... Elle était pas loin, là. Ben, elle était dans la même école au début, OK. là. OK. Les petits gars, là, ils restaient à Nazareth jusqu'à 11 ans. OK. 10, 11 ans. Il y en a qui sont partis à 10 ans, d'autres à 11 ans, d'autres à 12 ans. Ça dépendait. Alors moi, j'ai eu ma sœur 5 ans, parce qu'après ça, elle était partie, là. Fait que pendant 5 ans, moi, j'étais pas tout seul, là. Sauf que, comme ma sœur me disait souvent après, c'est que elle venait me voir dans la salle des petits gars, mais moi, j'allais avec elle 2-3 minutes, puis je retournais jouer avec mes amis. C'est sûr que j'avais probablement qu'inconsciemment, ça me sécurisait. Oui, parce que tu savais qu'elle était là. Je savais qu'elle était là. Ouais. Puis après ça, le parcours, ben, elle a fait le cégep. Après ça, ma soeur, elle a fait sa psychologue, là. Oui. Ma soeur est psychologue, elle était psychologue dans une prison toute sa vie. Alors, pour moi, c'était pas, pour nous, c'était pas, il y avait pas de problème, c'était aveugle, c'était normal, quasiment, là. On allait à l'école, on allait à l'université, on travaillait, on n'a pas vécu, nous, par nos parents, là, on n'a pas vécu cette surprotection. Ma mère, peut-être un petit peu, mais pas beaucoup, là, à comparer à ce que j'ai vu ailleurs, là. Mais mon père, lui, c'était vraiment pas ça. Lui, mon père, c'était Hawaï, tu sais, puis... Vous étiez sur une ferme? Ouais, c'est ça, puis j'avais mes jobs bien d'affaires sur la ferme, puis ma soeur, c'était plus dans la maison, là, mais moi, je faisais les foins, je ramassais de la roche, j'aidais mon père à faire des travaux, je veux dire, le train, le soir, je nourrissais les vaches, c'est moi qui faisais les gréments pour la traite, là, c'est pour laver ça, nettoyer ça, puis tout monter ça, pour que quand il arrive l'heure de la traite, ben, tout est prêt. C'est ça, t'avais de quoi t'occuper. Oui, au bureau, j'avais ma job, j'avais pas le choix, il fallait que je la fasse, là. Okay. C'est sûr que j'en faisais moins que mon frère, qui était voyant. Hein, c'est normal, je ne pouvais pas conduire le tracteur. J'ai essayé le tracteur, mais c'était pas une bonne idée, finalement. Je voyais pas assez pour ça. Ben, tu l'as essayé. Je l'ai essayé, mais je voyais vraiment pas assez pour ça. Mais je me promenais en skidoo quand même, en vélo, en motocyclette, là, ça la ferme, dans les rues, dans les rangs pas loin. Mais c'était pas fiable, là, pour le tracteur, là, pour la ferme. C'était dangereux aussi, des fois, là. Ben oui, parce que t'as beau dire... Non, c'est parce qu'à un moment donné, non, c'est que il y a toujours du réalisme. Mais j'ai jamais senti, là, que parce que j'étais aveugle, là, que j'étais condamné à m'asseoir sur ma chaise berçante. C'est ça. T'avais des tâches différentes. J'avais ma bicyclette, puis j'avais le droit de prendre les motoneiges, c'est sûr, quand j'étais autour de la maison, ça allait bien, puis quand j'étais plus loin, ben là, j'avais soit ma sœur, ma plus jeune sœur, qui était vraiment proche de moi, ou des amis qui venaient, puis là, ben, ils m'aidaient, là, c'est moi je conduisais, mais ils me guidaient en arrière de moi, ils me tenaient les coudes, ils m'aidaient, là, tu sais. Puis, sauf que c'était quand même, c'était pas trop de surprotection, hein. Puis on n'avait pas trop de technique de mobilité non plus. On faisait ça comme on pouvait, là, je veux dire, les AVQ pis tout ça, là, ça existait pas dans ce temps-là, mais il y avait l'INCA qui donnait ça aux adultes, mais les enfants, nous, c'était pas mal appris sur le tas. Hein? Appris sur le tas. Ah oui, parce que c'est ça, tu disais, ils vous donnaient pas une canne à 5 ans, mais non.
Moi, Louis Braille, en secondaire 4, là, le frère Canville, là, qui était pas un spécialiste en mobilité, lui, là, comme on est aujourd'hui, là. Il me donne une canne, on est allé faire deux, trois fois le tour du pâté de maison à côté de Louis Braille. On est allé dans le métro 2 fois, puis OK, bonne chance. Ça finit là. Puis quand je suis arrivé à Montréal tout seul en 78, là, j'ai pas eu quelqu'un qui venait me montrer Montréal. Je l'ai appris tout seul. C'est en 78 que je suis revenu. Que t'es revenu officiellement. Ouais, je suis revenu au début, à l'automne 78 à l'université. Puis là, je me suis arrangé tout seul, pas mal. Ben, tout seul avec des amis, toujours, là, mais dans ce temps-là. Il n'y avait pas de service, là, comme tel. Mais ça commençait, hein. Ça commençait tranquillement. Le programme AMEO, aide mécanique, électronique et optique, ça commençait, là. Il y avait le rapport Girard dans les années 72-73 qui recommandait des services pour les handicapés de la vue. Et les centres de réadaptation gouvernementaux, là, tels qu'on les connaît aujourd'hui, ben, c'était l'Institut Nazareth, là, Louis Braille, qui a commencé, ben, il y avait avant d'être à l'Institut Nazareth Louis Braille, c'était sur René Lévesque, hein, c'était André Vincent, je pense, qui était le directeur, le premier. Ah, d'accord. Oui, on l'appelait ça à l'AMEO, tu sais. Puis après ça a été comme transféré à l'Institut Nazareth Louis Braille. Et après ça, voilà. Ouais, ben là, ça, je m'en souvenais, là. 1255, après ça, sur Saint-Charles, bon, jusqu'à aujourd'hui. Ça s'est beaucoup raffiné, développé, en tout cas, c'est ce qu'ils disent, là. C'est vrai que c'est plus la même chose, là. Sauf que, bon, avoir une canne, aller faire 2 coins de rue, 2 fois dans le métro, tout ça. Après ça, découvrir la ville de Montréal comme... Ben oui, j'ai découvert comme j'ai pris l'autobus métro, puis il n'y avait pas de transport adapté là-dedans, là. Transport adapté pour les handicapés, ça commençait à peu près, même pour les gens sièges roulants, mais nous autres, les aveugles, c'était long avant qu'on ait le droit. Puis les annonces verbales des métros, ça n'existait pas. Puis non, il fallait retenir tout ça. Il fallait tout retenir ça, puis demander. C'est une canne d'une langue, là, une canne d'une langue. C'était ça, mes 2 outils. Mais est-ce qu'ils vous montraient les AVQ, il y en avait pas? Bon, un peu, mais c'était tellement... Ben, moi, c'est ma mère un peu plus qui me le montrait. Okay. Encore là, moi, je suis sûr qu'un spécialiste me regarderait aller, il dirait, non, tu n'as pas suivi tes cours comme il faut, j'ai sûrement pas des bonnes... Mais tu sais, je réussis à manger, c'est ça le but, là. Non, ça n'existait pas vraiment. Il y en avait un peu, mais c'était pas comme aujourd'hui, là. T'sais, on n'avait pas d'intervenants comme ça. Est-ce que c'était plus pour les dames que pour les messieurs? Ben, les filles, il y avait des cours de cuisine, d'art ménager, ça fait la même chose, on n'avait pas. Moi, j'ai appris à faire que des œufs chez nous. Ma mère me l'a montré une fois ou deux, des steaks, affaires de même. C'était pas très élaboré, là. Mais de toute façon, les jeunes, moi, quand je suis parti de chez nous, là, j'étais allé chez nous de 15 à 16 ans, je suis resté chez nous pendant 1 an, à peu près, pour mon secondaire 5. Puis après ça, je suis reparti en appartement puis en chambre. C'est toujours pas mal débrouillé. Tu sais, j'allais chez nous les fins de semaine, puis ben, de moins en moins souvent, vieillissant. Quand j'étais à Montréal, ben là, j'y allais moins souvent, là, mais on se débrouillait. Et là, bon... ce que j'en comprends, c'est que tu t'es très bien débrouillé parce que entre ça n'a pas l'air de t'avoir traumatisé puis de t'avoir empêché de foncer. Non, c'est juste que bon, c'est plus compliqué, mais bon, t'as pas le choix, hein. Tu sais, t'as pas le choix dans la vie, là. À un moment donné, t'arrives, là, tu veux t'assumer, tu veux être indépendant, mais faut que tu prennes des moyens pour, tu sais, puis moi, je suis arrivé en 78 en sciences politiques, puis 4 mois après, j'avais connu une fille, j'ai lâché l'école, puis là, moi, dans ma tête, là, je dis, bon, ben là, on fera pas de l'école. Là, on va aller faire du terrain. Fait que là, je me suis trouvé une job dans une shop. Hein, dans une shop? Ouais, merci. Okay. Ouais. Dans une shop, là, ce que je faisais, on fabriquait des boutons, tu sais, pour les jeans, là, les snaps, là, Ouais. Alors, moi, la journée longue, là, je faisais 9000 snaps par jour. Oh, de ta boîte. Ouais. OK. Là, je rentre des petites bébelles, des 3 bouts de fer ensemble, puis je mettais ça dans une presse, là, je donnais un coup de pied. Tout. Avec les pieds? Non, mais c'est une machine derrière. Okay, là, je donnais un coup de pied, puis là, il y avait un gros choc qui tapait sur le bouton, là. OK, à chaque fois que tu pesais avec ton pied. Okay. Puis là, à un moment donné, je me suis pété le doigt, tu sais, puis bon. Là, à un moment donné, je me suis rendu compte dans la shop, je dis, coudonc, une madame était à côté de moi, là, elle gagnait 10 cents $ de plus que moi, puis ça faisait 15 ans qu'elle était là. Fait que là, moi, à un moment donné, je commence à parler au monde de faire un syndicat, tu sais. Oh! Ça fait 2 mois, tu sais. Oh là là! Sauf que moi, ce que je savais pas, c'est que le boss en arrière de moi, tu sais, à un moment donné. Ouais, il y a ça qu'on peut se faire jouer ben, je me suis fait avoir, tu sais, dans le sens où je me suis fait un peu pogner. Mais bon, là, finalement, bon, je voyais, mais les gens voulaient pas, tu sais, les gens, c'était correct, tu sais. Non, il était correct dans leur... Retourne à l'université, qu'il me disait. Retourne à l'école, là, tu tête enflée. Jeune. Retourne à l'école. Fait que là, j'ai lâché la job.
Puis là, ben là, je me suis trouvé d'autres jobs. Là, il y avait des projets. Mais juste avant. Ouais. Oui. Bon, oui. parce que rentrer dans une shop avec ton boss, t'es quand même au courant que t'avais un problème de Oui, vision. oui. Il y avait un centre, ça s'appelait l'Étape, hein, c'est un service de main-d'œuvre qui existait à l'époque, qui s'appelle l'Étape, qui existe encore d'ailleurs, hein, mais à l'époque, c'était pour les handicapés visuels et physiques. OK. Hein. Ça, c'était financé par le fédéral à l'époque. Alors, il y avait une conseillère qui quand j'avais dit que je lâchais l'école, ben c'est sûr que j'ai eu des sermons, là. Mais là, elle a dit, écoute, tu vas y aller dans une shop, m'en t'en trouver une job dans une shop. Puis écoute, ça n'a pas été long, là. 2-3 semaines après, j'avais déjà une job, là. OK. Ça allait à minimum. Tu sais, puis bon, moi, je me passais bien cool, moi, là, je dis à mes amis, voilà, moi, là, on va arrêter ça, l'intellect. On va aller sur le terrain. On va aller travailler comme un vrai ouvrier. Parce que dans ce temps-là, moi, j'étais un peu membre du Parti communiste ouvrier. Un peu... tu sais, quand on est jeune, là, des fois, bon. Non, mais j'étais militant. Tu sais, j'étais pas péquiste. Moi, j'étais pas péquiste. Moi, PQ, j'ai rien contre. Là, mais moi, j'étais souverainiste, mais j'étais pas péquiste. Parce que je trouvais ça, PQ, je trouvais que c'était un ramassis de toutes sortes de monde. Puis moi, j'étais communiste. Comme bien du monde dans les années 70. Là, ouais, ouais. Hein? Marxiste-léniniste, puis tout ça, le petit joint, donc. Fait que, tu sais, j'ai essayé ça. Puis là, j'ai dit, bon, aller faire de la shop. Puis là, comme je te disais tantôt, là, après 2-3 mois, c'était moins drôle. J'ai lâché ça. Puis je me suis trouvé un autre job dans une subvention que le fédéral avait donnée pour des étudiants. Parce que j'étais encore officiellement étudiant. Okay. Parce que je m'étais inscrit, moi, à l'école pour l'autre année d'après, là, tu sais. Pour garder ma bourse aussi. Tout, Fait que là, on a fait le projet Montréal en braille. Ça, Montréal en braille, c'était les cartes du métro, puis les cartes du métro, puis les rues de Montréal en braille, en relief. Ah ben, OK. Ça, c'est en 79, ça. Montréal en braille, ça s'appelait. Là, avec une gang, là, il y avait Richard Beausoleil là-dedans, d'ailleurs, qui est connu dans le milieu. Oui. Il y avait moi, Richard Beausoleil, Jacques Ferland, qui est décédé aujourd'hui, puis 3 filles, des cartographes, puis une secrétaire. Fait pendant l'été, on a fait ça. Montréal en braille, puis c'était le fun parce que là, on montait ça, puis on faisait une conférence de presse, mais ça, on passait à la télé, puis on avait invité l'INLB, là. Ça commençait, les spécialistes en mobilité, là. Fait que là, on avait fait un comité, là, qu'on consultait l'INLB, l'INCA, tout ça, c'était cool, ça. Parce que là, il commençait à avoir aussi, j'imagine, une demande pour que justement, les stations de métro, ça soit plus accessible. Ça commençait, mais c'était un peu plus, mais ça s'est accentué des années 80, parce que c'est là que j'ai connu le RAC, hein, le RAM, le RAC, là, le RAC en début, parce que le RAM, c'est venu après, des années 82, 83, oui. Là. Mais moi, je voulais rien savoir du RAC ni du RAM à l'époque, moi. Non. On fait nos affaires avec personne. On veut pas être associé au milieu. Hein, c'est un genre de petit bout de rejet. Hein, on veut plus. Non, ben, je pense, moi, je l'ai vécu, ça. On veut plus être aveugle. On veut s'intégrer. Oui. On veut s'intégrer. On pense qu'on va être capable de... Puis là, ben, je me rappelle, parce que l'INLB, puis l'INCA, puis le RAC, ils étaient au courant de notre projet Montréal en braille, là. Puis là, non, on garde ça entre nous. Fait qu'on a eu 2 projets Montréal en braille. OK. Hein, projet 1, projet 2. OK. Donc, on a fait toutes les cartes de métro. Le métro, ben, c'était les rues en relief. Puis le métro, t'avais juste t'avais pas le dedans des stations de métro. T'avais juste une carte, là, qui dessinait le métro, puis c'était marqué quelle station venait après quelle station, là. On n'avait pas le dedans, là. C'était juste... l'ordre des stations, carte, ouais. Là, puis... C'est une carte qu'on faisait avec des petits chiffres qui correspondaient à des noms de rues. Okay. Les chiffres pairs d'est en ouest, les chiffres impairs du nord au sud. Puis les packs, c'était des textures X. Les grosses rues, c'était les rayons étaient plus larges que les petites rues. On faisait ça sur des cartons, là. C'était de l'art plastique, hein. On faisait on collait des tapes, des ça sur les... Après ça, on mettait ça dans une machine. Ça prenait le thermoforme. Ah, ben oui. Le thermoforme, là, ça prenait la forme, tu sais. J'ai connu ça. T'as connu ça, hein? Oui. Fait que là, après ça, on reliait ça. Puis écoute, on avait eu un super contrôle de la STM, là. Il dit, OK, là, on a besoin de 3000 cartes on a fait un contrôle pour la STM, là. Et ils distribuaient ça dans dans tous les organismes, là. Tout le monde en avait eu. Moi, ce qu'on fait, nous autres, on l'a pris le contrôle, on était contents, mais entre nous, là, c'était même trop exagéré. Mais bon, j'avais rencontré le président de la STM, là, M. Hannigan, à l'époque. Lawrence Hannigan. Hannigan. Puis lui, il avait bien été impressionné. Il nous a donné, écoute, je pense qu'il nous avait donné 3000 piastres pour faire ça, tu sais. Ah, ouais. Ah, ouais, écoute, là, c'était en 80, 3000 piastres quand t'as 18, 19 ans, là. Ben, quand même, là. Là, tu t'achètes le thermoforme, puis il te reste quand même de l'argent pour faire une coupe de party, là, tu sais. Fait que c'est ça, puis après ça, ben, c'est ça. Là, je me suis impliqué aussi au centre de loisirs métropolitain, hein, qui
c'était Armand Houle qui était le président directeur à l'époque. Armand Houle qui a été le fondateur de la Fondation des aveugles, 10 ans plus tard, là, avec Ronald Beauregard. Fait que là, je me suis impliqué bénévolement, j'ai fait un peu de ski. Puis là, après ça, ben c'est là que là, je suis retourné aux études, là, j'ai commencé mon droit. Puis là, j'ai commencé à m'impliquer au RAM. Au RAC puis au RAM, au Regroupement des aveugles de Montréal du Québec, comme sur le conseil. OK, parce que là, les études en droit, c'est quand même pas simple, là. C'est quand même pas... Ouais, ben j'ai fait 2 ans. OK. J'ai arrêté. OK. J'ai laissé le droit pour les droits. Hein, c'est ça. C'est que, Ouais. À un moment donné, tu sais, dans ce temps-là, on n'avait pas on n'avait pas de matériel adapté, là. Hein, C'est ça, il fallait courir après nos... Il fallait que tu trouves des... Moi, des lectures. Quand j'étudiais en droit, là, je pense que je passais plus de temps à gérer des bénévoles qu'à étudier. Tu sais. J'avais 6 magnétophones. 6 magnétophones. Ah oui, parce que je voulais avec des... Ah oui, il fallait que tu les fournisses. Ben Puis oui. en droit, ben tu sais, il n'y avait rien d'informatisé à l'époque. Il fallait tout lire les jurisprudences, le code civil, le code criminel, la doctrine, puis en tout cas, aller à la bibliothèque, puis c'était 6 cours par session, là. C'était pas un cours par session. Non. Non. C'était dans ce temps-là, là, c'était à l'école, tu y allais. Hein? À ce temps-là, il y en a qui vont à l'école, puis bon, ça prend... Ben, il éternise ça, là, ben oui. Mais nous autres, à l'époque, en droit, là, c'était genre, tu prends les 6 cours, tu viens pas. Fait que... OK, il n'y avait pas la possibilité non, de... c'était comme ça. Puis, regarde, si tu veux suivre le cours de droit, ben c'est comme ça que ça marche. Là, je parle en 82, 83. Là, aujourd'hui, je sais pas si on a des facilités en droit. Probable, peut-être pas, je sais pas. Mais, ça n'empêche que c'était de la job, puis j'étais pas assez motivé. Puis j'ai connu le RAM, puis le RAC, puis je me suis impliqué. Là, l'envie de refaire partie des Ouais, ça m'a pogné parce que j'avais été approché par Paul Henry et Jacques Larose, Paul Henry Buteau et Jacques Larose, là, je sais pas trop. À un moment donné, quand j'étais étudiant, il y avait eu une rencontre avec la Magnétothèque, là, à l'époque, ils enregistraient des livres pour étudiants, puis la pagaille était pognée. Puis moi, j'étais allé là, tu sais, la pagaille dans le rack, puis la chicane de pognée, moi, j'avais aimé ça, tu sais. la chicane? Il y avait des factions qui étaient pour la Magnétothèque, puis d'autres qui étaient contre. Ah, il y en a qui étaient contre. Ben, ils disaient que la Magnétothèque faisait pas la job. Ah, d'accord. Puis bon, il y avait 2 factions. Là, je nommerai pas de nom, c'est pas utile, là, mais il y avait des factions. Moi, j'étais allé là, puis ça brasse. Fait que là, ça m'a intéressé, tu sais. Fait que c'est comme ça que je suis rentré puis ils m'ont demandé d'être sur le CA, puis je suis arrivé là. Puis un an et demi plus tard, paf, je me ramasse président. T'sais. Sans l'avoir... Un petit peu, hein. Il y a eu des tractations aussi, là. Okay. Puis là, finalement... Puis quand je suis arrivé président avec d'autres mondes, ben là, on a reviré à barouette à l'envers un peu. Là, on voulait les jeunes, hein, les jeunes en arrivaient, là. Fait que là, on a voulu mettre ça à notre main. Fait que ça a fait des heures un peu dans le milieu. Mais ça s'est placé. Puis ben, c'est là qu'on dit que j'ai commencé, là, à faire la seule chose que je sais faire, travailler sur la défense des droits. Depuis 82, là, j'ai commencé officiellement, en guillemets, là, dans les organismes structurés. Puis là, ben, j'ai terminé, cette année, au mois de mai, là, 2008, retraite. 2017. 2017. Ouais, 2017, non. Il était temps que je prenne ma retraite. 2017. 2008. Ouais, non, 2017, là, j'ai tiré à plug. Hein, puis j'ai fait ça pendant tout ce temps-là, avec des intermèdes à l'INCA, comme directeur de l'Est du Québec, là, dans l'INCA. Fait que Mais, tu sais, prendre sa retraite jeune comme ça... T'as quand même pas peur de t'ennuyer? Est-ce que... Ben là, pour l'instant, ça va. Ça va. M'ennuie pas. Puis de toute façon, j'étais tanné. OK. Mais, OK, parce que... 2 questions. Ouais. La première, est-ce que tu penses... je te pose des questions selon tes perceptions. Quand t'étais jeune versus les jeunes d'aujourd'hui, est-ce que tu trouves que c'est bien différent? Toi, tu dis, on a brassé la baraque, ça a fait jaser, tout ça. Est-ce que tu penses que ça serait encore possible aujourd'hui, ça? Oui, mais pas de la même façon. Hein. Aujourd'hui, tu as les médias sociaux, tu as l'individualisme aussi. Et je te parle, ma perception en général, là, c'était pas... Tu sais, les années 70, c'était à la mode, là, tu sais, t'avais le PQ, là, t'avais comme je disais, il y avait des gens qui étaient un petit peu plus marxistes. Là. Ça bougeait, hein, les jeunes, ça bougeait, ça voulait changer le monde. Aujourd'hui, ça bouge encore, c'est différent. Et j'en ai embauché des jeunes là, dans ces dernières années, puis il y en a des bons jeunes en masse. Tu sais, moi j'entends souvent les jeunes. Non, c'est pas vrai. Les jeunes, c'est des bons jeunes. C'est juste qu'ils sont jeunes là. Ils sont pas jeunes comme nous autres quand on était jeunes. Fait que c'est bien dur de le comparer.
c'est sûr que c'est pas pareil. La mobilisation se fait plus de la même façon. Je veux dire, les médias sociaux. Pour ce qui est des personnes qui ont une limitation visuelle, ben là, il y a beaucoup plus de personnes plus âgées. Les jeunes se connaissent moins, parce que nous autres, on s'est tous connus, à Louis Braille, à Nazareth, là. Oui, c'est ça, là. Quand on s'est retrouvés, là, comme avec Fernand, puis tout ça, là, on s'est retrouvés, nous autres, dans le rack, là, puis tout, là, puis on se connaissait, tu sais. Puis on avait un peu la même base, on était école à la même place, tu sais. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes, bon, il y en a pas beaucoup, ils sont noyés dans Ils sont intégrés. Ben, intégrés. Ils sont là. Il y en a qui sont là, sont dans leur place. Puis lorsqu'il y a des écoles dites spécialisées, ben on les stimule pas. Hein? J'ai pas peur de le dire, là. Non, mais on les stimule plus, les jeunes, à la Jacques Ouellette, là. C'est fou, là. À l'époque, vous étiez beaucoup plus stimulé. Tu parlais de le vrai sport. Oui. Bon. Là, il n'y a plus ça maintenant. Ben, il y en a, mais il faut que ça soit fait par les associations qui n'ont pas de moyens. Pas par les écoles. Non, les associations de sport pour aveugles, ils n'ont pas de ressources pour faire la job. Ils font ce qu'ils peuvent, là, tu sais. La gang de la SAM puis de la SAC, on dit, ils font des miracles avec ce qu'ils ont, là. Mais ils n'ont pas de ressources, puis les écoles... mais il faut que les gens y aillent aussi. Bon, mais il faut qu'ils sachent. C'est ça, il faut qu'ils sachent. Puis, tu sais, le petit gars ou la petite fille de je sais pas, moi, de Trois-Rivières, là, ça va venir à Montréal faire du goalball, tu sais, je veux dire, est-ce qu'on a assez d'aveugles à Trois-Rivières faire des équipes de goalball, tu sais? Dans ce temps-là, nous autres, on était tous dans le même tapon à Longueuil, tu sais? On était 80 jeunes gars dans l'école à Louis-Braille, mettons. Là, c'était assez en masse pour faire... Fait que là, tu fais du baseball, toutes sortes de conneries, là, de sport, puis d'activités. Il y a du monde assez il y avait une vie de groupe, là. Puis, tandis qu'à ce temps, les gens sont isolés, sont intégrés, oui, mais sont isolés parce que, je veux dire, on peut pas, là, offrir à tout le monde ce qu'il y avait là. Sauf que maintenant, les jeunes, ils sont dans leur famille, hein? Parce que nous autres, on l'était pas, on l'était moins. Alors, c'est pas que c'était mieux, c'était différent. C'était différent. Est-ce que moi, j'ai travaillé là pendant toute ma vie à parler de participation sociale, d'intégration. Là, j'ai parlé d'inclusion. Enfin, je parlais plus de participation. Tu sais, c'est des grands mots, ça. Mais tu sais, à un moment donné, la personne, es-tu bien? Es-tu heureuse? Est-ce qu'elle s'accomplit? Mais on peut peut-être... moi, j'ai le goût de te poser des questions sur quelque chose de très précis. Oui. Le centre communautaire du RAM. Oui. Je pense que c'est toi un peu qui était là quand ça s'est... Oui, ben c'est le Publifund puis le centre communautaire, ben oui, ça c'est des choses dont je suis très fier. Il y en a bien qui en ont parlé, mais c'est quand même avec moi que ça s'est réalisé, sans vouloir me vanter, avec d'autres, là. Mais oui, le centre communautaire, il était là pour justement essayer de recréer une vie de groupe. Et c'était clair que c'était pas pour les prix Nobel, c'était pour les gens ordinaires, parce qu'on a eu beaucoup de critiques. Oh, c'était pas assez bien pour une certaine élite. Mais tu sais, c'était pas pour ça. On faisait ça pour les gens ordinaires, qui avaient besoin. Parce que l'élite, à quelque part, l'élite a toujours regardé le milieu de haut, de toute façon. Hein? Bon. Il y allait ailleurs pour leurs activités? Je sais pas. Est-ce qu'il y allait ailleurs tant que ça? Je sais pas. Mais il n'y en a pas au RAM. Il y en a un peu qui venaient, mais il y en a bien qui nous regardaient de haut. Puis moi, je l'ai toujours dit, le centre communautaire, c'est pas fait pour les premiers ministres, c'est fait pour le monde ordinaire. Et moi, c'est ça que j'aimais. Dans mon travail, moi, le matin, j'allais prendre un café avec les membres, puis l'après-midi, je rencontrais un ministre. Moi, ça partait d'un bord à l'autre, là. Puis quand je prenais un café avec les membres dans les activités ou de façon informelle, là, j'entendais leurs préoccupations. Hein? C'était pas théorique, c'était de la vraie vie, ça. Mm-hmm. Et puis, il y en avait du monde qui venait au centre communautaire. C'était pas rare qu'il y avait pas loin de 75 à 100 personnes dans les soirées, puis au centre communautaire, ça roulait, là. Mais ça a été une mode qui a marché un bout de temps, là. Maintenant, je ne sais plus, mais ça a marché un bout de temps, puis il y avait toutes sortes de monde qui avaient perdu la vue aussi, je connais plein de monde qui ont venu au centre communautaire un peu par accident, puis qui ont découvert qu'il y avait une vie après la perte de vision, là. Qui étaient moins isolés. Hein? Il y en a plein de ça, là. Puis il y a des gens qui ont perdu la vue, puis qui sont venus travailler au RAM. Moi, je l'ai embauché combien dans l'handicapé visuel? Je les engageais, puis puis les gens ils se faisaient de l'expérience, puis ils se rendaient compte qu'ils étaient capables de faire quelque chose d'autre que d'attendre après le chèque de bien-être, tu sais. C'était pas théorique, il fallait le faire, parce qu'on a eu beaucoup de discours, là. Mais dans la théorie, dans la pratique, c'était pas toujours facile. Et combien je me l'ai fait dire encore une fois, l'élite. Oh, ben, Richard, t'engages des aveugles parce qu'ils sont aveugles. Ben, c'est parce que si le RAM n'est pas capable de donner une chance aux aveugles, qui va le faire? Ben, c'est ça. Hein? C'est-à-dire, l'INLB, à l'époque, il en embauchait des aveugles aussi. Là, il en embauche plus. Hein?
Dans ce temps-là, il en embauchait parce qu'il y avait une volonté politique. Il faut dire que le RAM, à l'époque, puis les groupes d'aveugles avaient un impact sur l'Institut. Le comité d'usagers, puis le RAM, puis le RAC, puis tout ça, on les harcelait, en guillemets, là, pour que nos affaires se passent. Puis les directeurs, les directions de ces organisations, de l'INLB à l'époque, étaient à l'écoute. Ils faisaient pas tout ce qu'on voulait. Mais au moins, ils étaient connectés. Maintenant, on est noyé dans une patente, toi, que cherche les aveugles à l'INLB aujourd'hui. Même les usagers, je sais pas ce qu'ils vont, là, mais tu vois là, c'est comme quasiment dans un hôpital. Ça a changé, mais c'est comme ça. C'était mieux c'était mieux dans le temps. C'était pas pareil. C'est sûr que c'était plus facile, c'était plus humain. Maintenant, avec toutes les réformes, avec la fonctionnalisation, avec tous ces concepts là, de rationalisation, est-ce que sortez là les termes, là c'est devenu l'usager au service du système, du réseau. Avant ça, c'était le réseau qui était au service de l'usager. Maintenant, faut que tu coches, faut que tu rentres dans la bonne coche. Puis les groupes communautaires, ça s'en vient comme ça aussi, malheureusement. T'sais? Là, on ne sait plus si c'est les groupes communautaires qui mènent les organismes gouvernementaux, si c'est pas le contraire, tu sais. Je veux dire, c'est scandaleux, mais bon, c'est ça que les gens veulent. Mais c'est ça que ça fait, à un moment donné, que les affaires avancent plus, puis je veux dire, dans le temps, là, c'était le RAM qui était au CA de l'INLB. Maintenant, c'est l'INLB les employés de l'INLB qui dirigent le RAM, entre autres, là. Oh, ouais. Je recevrai des tomates, c'est pas grave, c'est la réalité. Non, mais c'est la réalité. Puis c'est correct, là. C'est juste qu'il faudrait que ça paraisse, faudrait pas que ça paraisse trop. Moi, j'ai pas de problème, là, que la personne qui dirige l'INLB, qui est employée de l'INLB dirige également le RAM. Ça, c'est correct. Elle a le droit, la personne, d'avoir deux jobs. C'est juste que ça sera le fun que le RAM prenne de dessus. Puis ça, ben, c'est les membres aussi, il faut qu'ils le fassent, là. Les membres, le conseil d'administration, puis la communauté. Mais ça a changé. Ça a changé parce que j'en ai connu d'autres. Moi, à la COFAN, où j'ai terminé ma carrière, là, c'était toutes les limitations. Il n'y a pas juste les aveugles. Là. C'est la défense des droits de toutes les limitations au Québec. Puis dans les autres groupes de personnes handicapées, ça se ressemblait aussi à ce que je viens de décrire dans le RAM. Là. Ça l'a changé, la culture a changé. Pourquoi ça? Je vais laisser les sociologues le faire, mais ça a changé quand même assez rapidement. En l'espace de 10 ans, là, ça l'a pas mal culbuté. Ouais, ça l'a pas mal culbuté. Les organismes comme Centraide, par exemple, qui sont rendus, qui donnent... Tu sais, avant ça, Centraide respectait les orientations des organismes. Maintenant, Centraide te font faire des planifications stratégiques. Puis si tu fais pas ce qu'ils te disent, ben, ils coupent. T'sais. Avant ça, non. Mais là, ça a changé. Puis les gens, ben, ils se laissent faire parce qu'on n'entend presque pas parler. Pourquoi ils se laissent faire? Je sais pas. Nous, à l'époque, je me souviens qu'au RAM, on manquait d'argent pour justement mettre sur pied le centre communautaire puis le service d'aide bénévole. T'sais, on avait mis le centre communautaire, le service d'aide bénévole puis Biblifone sur pied dans les années 90. En très peu de temps. Là. En 2 ans, en 3 ans. Hey. Puis on avait besoin d'argent, on faisait des manifs à l'agence, puis on allait au CA, puis on a eu de l'argent. On a eu de l'argent. L'argent, il y en a. Faut aller la chercher. Ça, c'est... Quand j'entends le monde, oui, mais il n'y a pas d'argent. C'est sûr que si t'attends... C'est rare le monde qui va courir après toi pour t'en donner de l'argent. Faut que tu montes des projets, faut que tu fasses du PR, faut que tu fasses de la représentation, il faut que tu persistes, il faut que tu insistes. Faut que tu insistes beaucoup, beaucoup, là. C'est ça, c'est moins instantané. C'est plus difficile. Puis il faut dire que là, maintenant, ben, il y a de tout aussi la compétition des causes, hein. Avant ça, il y avait une espèce d'équité. Maintenant, ben, si tu passes pas, tout le monde en parle, t'as plus de misère que si tu y passes. Tout le monde en parle. C'est le pouvoir médiatique, là, c'est le quatrième pouvoir. Hein, c'est le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif, le pouvoir judiciaire, puis maintenant, le pouvoir médiatique. Mais le pouvoir médiatique a pris énormément de place, entre autres à cause des médias sociaux. Les médias sociaux, et ça change la donne, là, parce que là, c'est chacun y va... T'as presque autant d'organismes que de monde sur les médias sociaux aujourd'hui. J'exagère, là, mais aujourd'hui, chacun passe ses affaires. Ben, si ça fait pas au RAM, on va le faire ailleurs. Faut le faire ça au RAM. C'est ça notre groupe, le RAM, t'sais. Là, je donne un exemple, dans d'autres communautés, il s'est parti d'autres organismes parce qu'ils étaient pas contents de l'organisme qui existait. Fait que ça fait plusieurs petits organismes qui se partagent des miettes. T'sais. Puis ben, les médias sociaux, ben c'est ça. C'est celui qui retient l'attention, qui passe sa cause. C'est correct aussi, c'est juste qu'il faut s'adapter. Et ça, c'est pas facile. Et puis les médias sociaux, puis la déficience visuelle, ben c'est pas toujours
c'est pas toujours facile parce que je veux dire, c'est visuel, hein, les médias sociaux, c'est rapide, tout ça. Puis bon, les jeunes, je sais qu'ils se débrouillent bien, par exemple. Les jeunes... Avec la technologie. Ouais, ils se débrouillent bien. Mais la technologie, c'est quelque chose qui nous a sortis du trouble. Quand j'ai eu mon premier ordinateur, mon premier Versabraille, tout ça, là, c'était la révolution. C'est juste que la technologie avance 10 fois plus vite pour les voyants que pour nous. Fait que l'écart se recrée. Et toujours... C'est exponentiel. L'écart s'agrandit d'année en année. Même si on a des bons ordi, on a des bons JAWS, on a des bons lecteurs de PDF, tout ça. Mais plus ça va, plus que la technologie dite régulière évolue rapidement. C'est sûr, il y a un marché des millions de fois plus gros, là. Si tu sors un ordinateur Braille, là, tu vas avoir pas mal moins de ventes que si tu sors un ordinateur ordinaire, là. C'est pour ça que maintenant, comme iPhone puis les autres, de plus en plus, font des appareils qui sont déjà accessibles, entre guillemets. C'est mieux que c'était, en tout cas. Ça s'en vient bien, là. L'iPhone, moi, j'utilise, là. Je sais pas pire. Oui, ben, c'est ça que je voulais m'en aller vers ça, peut-être avant de faire la pause, là. Bon, toi, technologiquement parlant, bon, tu dis, l'iPhone, je l'utilise. Est-ce que c'est ton ami? Est-ce que ça... Oh non, c'est pas mon ami. Non, moi, je l'utilise, mais pas comme les jeunes le font. Moi, j'ai vu des jeunes aveugles faire ça. Oh, ouais, OK. Tu sais, moi, j'ai 58 ans. J'ai jamais été très technologique, même quand j'étais jeune. Pour moi, la technologie, c'était quelque chose qui était à mon service, et non pas moi au service de la technologie. Tu sais, c'était comme toujours un peu... Je le prends parce que je suis obligé. J'ai jamais été très, très, très technologique. La preuve, c'est que j'ai jamais été le premier à demander des mises à jour de JAWS, par exemple. J'ai jamais été le premier à avoir des orties. J'attendais que les autres fassent le job, puis là, quand je voyais que c'était pas pire, j'en demandais. J'étais pas le geek, là. Je suis pas un geek. Puis pour avoir fait le saut avec un iPhone... Ça a été compliqué, mais là, je l'ai fait un peu. Je l'utilise de plus en plus, mais c'est pas comme, tu sais, par exemple, là, j'ai comme un GPS là-dedans, je sais pas trop comment ça marche, je l'ai, là, mais je trop, ça donne pas, puis ça me tente pas plus que ça. Quand j'en aurai besoin, je la prendrai. Mais tu sais, les messages textes, mais là, au lieu de taper, je prends Siri, ça va mieux. Bon, ça fait des drôles de messages des fois, là. J'essaye de bien prononcer mais encore là, des fois, ça se plante, là. Mais tu sais, je suis capable, là, je vais sur Netflix. J'étais capable d'aller sur Netflix. C'est illico. Tu sais, là, je taponne, mais je réussis. Je travaille plus, j'ai le temps, là. Ben oui, mais OK. Mais là, l'informatique, tout ça, c'est pas ta passion? Non. Ça serait quoi ta passion, toi? Ma passion, je m'en te dire, mais franchement, là, c'est de vivre tranquillement. Ma passion de toute ma vie, c'était de me battre pour une plus grande justice sociale. Hein? C'était ça ma passion. Hein? L'égalité, la justice sociale, le bonheur, hein? Le bonheur des gens. Je te disais que ce que j'aimais mieux le faire, c'était quand j'étais proche du monde, au RAM. De 91 à 2002, là, j'étais 11 ans directeur. Je dis pas que les autres, ça n'a pas été bien, mais c'était mes meilleures années parce que j'étais proche des membres. Après ça, j'ai eu des emplois de direction, de coordination, de représentation politique. J'aimais ça. J'adorais ça, à l'Assemblée nationale, tout ça. J'adorais ça, là, faire des mémoires, tout ça. Mais c'était plus le fun que quand j'allais au RAM avec les membres, prendre un café, participer aux activités, avoir des cas concrets à défendre. Quelqu'un avait un problème, on le défendait. Avait un autre problème, on le défendait. Puis maintenant, on en faisait du collectif quand on va... C'était de la vraie vie, c'était concret. Le reste, c'est important aussi. Moi, je pense que c'est important d'aller dans les sphères, lorsqu'il y a des projets de loi, c'est important d'aller donner des avis à l'Assemblée nationale, aux ministres, aux députés, aux fonctionnaires pour les politiques. C'est important d'aller contribuer. Mais c'est plus théorique, c'est plus... souvent, tu te rends compte trop souvent que les gens qui sont devant toi, ils essaient plus de trouver des raisons pourquoi ne pas faire ce que tu leur demandes que de trouver des raisons pour le faire, tu sais. Ça, c'est ça qui devient à un moment donné, quand je disais tantôt j'étais tanné, c'est ça. Ça devient... Parce que tu te rends compte que les gens sont là, puis on dirait que tu es pas... Oui, mais c'est pas de même, Richard, que ça marche. Mais non, c'est parce que ça marche pas. Ça marche pas, votre affaire. Là, tu proposes... Oui, mais Richard, c'est pas comme ça. C'est parce que si t'essayais, je te dis pas que ça serait mieux, mais si tu l'essayes pas, tu le sauras pas. Mais ils sont déjà persuadés que c'est pas le... Moi, mon père me dit, quand ça fait 20 fois que tu essayes quelque chose de la même manière, ça marche pas, là, tu peux essayer change de façon. Ça prend... Mon père, il avait pas de doctorat. Hein? Mon père, c'est
c'est un agriculteur quand même pas instruit à l'école, tu sais, c'est un gars qui était impliqué au plan politique, puis il lisait le devoir, puis bon, c'est quelqu'un qui c'est un modèle pour mon père, puis c'est parce que c'est le bon sens, tu sais. Mais essayer de changer un système, un réseau, c'est impossible. Comme je disais tantôt, c'est nous qui sommes au service de l'État. T'sais, le gouvernement disait, les personnes handicapées, je pense que c'était en 2014, les personnes handicapées, cette année, on a dépensé 8 milliards pour vous. Où j'ai levé ma main, je vois 7,6 milliards pour les intervenants, puis 400 millions pour nous autres. Tu sais, arrêtez de nous niaiser, là. Non, mais c'est correct, les intervenants, ils ont le droit de manger, là. Mais oui. Arrêtez, là, de venir nous faire quasiment sentir cheap, là, tu sais. Puis, non, je pense que ma passion, ça a été ça. Puis là, ma passion, moi, c'est ma famille, maintenant. Notre fille, ma blonde, mon petit train-train quotidien. Puis je sais pas, là, ça fait presque, ça va faire 1 an, à un moment donné, là, au mois de mai, vraiment, que je suis plus là, moi, que je suis plus actif professionnellement. Là, je fais rien. Hein, je suis pas impliqué dans rien. Mais je dis pas non. Je dis pas non que... C'est ça, ça va faire... Peut-être que je vais aller peut-être plus au niveau des droits des retraités. Hein, essayer un autre secteur, tu sais. Le droit des retraités, il y a du droit à mettre. Là, moi, je suis un retraité, il faut mettre de mes droits. Ben oui. Hey, on va faire la pause parce que... Ouais, une petite cigarette, après ça. Oui, hein? Ouais, ben, t'as une cigarette pour toi, là. Moi, allez pas penser, je fume pas. C'est bien, Martin. Et j'ai pas commencé. Ouais, moi, je devrais arrêter, mais bon. Un projet pour la retraite. Peut-être. Bon, en tout cas, on fait la pause, Richard, puis je suis sûr qu'on a plein d'autres sujets pour conclure l'émission après. Donc, notre invité, qui est Richard Lavigne. Vous pouvez communiquer avec nous pour nous faire part de vos commentaires, questions et suggestions en passant par notre site Internet à l'adresse www.martinchouinard.com ou à l'adresse courriel connaissez-vous2017@gmail.com sans tiret. Nous désirons remercier l'Association des aveugles de la Rive-Sud ainsi que la compagnie Point par Point Inc. de nous prêter gracieusement leurs locaux pour l'enregistrement de certaines de nos entrevues. Bonjour et bienvenue à la pause de l'entrevue. Cette semaine, un peu en lien avec mon invité qui était un grand défenseur des droits des personnes handicapées visuelles, je vous fais la lecture d'un communiqué provenant du regroupement des aveugles et amblyopes du Montréal métropolitain, le RAM, qui s'intitule « La STM avance vers l'arrière ». Montréal, le 15 février 2018, CNW, le regroupement des aveugles et amblyopes du Montréal métropolitain, le RAM, juge inacceptable le remplacement actuel en cours par la STM des claviers bancaires intégrés à ses distributrices automatiques de titres et à ses bornes de rechargement et lui demande d'y mettre fin immédiatement. Cette décision pénalise indûment les voyageurs aveugles et amblyopes qui, après de chaudes luttes qui ont duré au moins 4 ans, profitaient d'une fonctionnalité qui leur permettait d'acheter leurs titres via ces appareils comme tout le monde. La STM justifie cette décision en invoquant des pressions qui seraient exercées par ses fournisseurs externes qui exigeraient qu'elle remplace ses claviers. Or, le modèle de remplacement n'incorporerait plus la rétroaction sonore dont les personnes aveugles et malvoyantes ont besoin pour finaliser l'achat de titres. Qui donc définit les besoins de la STM, la société de transport ou ses fournisseurs? Leur a-t-elle transmis ces exigences en matière de fonctionnement des claviers bancaires, y compris la nécessité d'une rétroaction sonore? Sinon, pourquoi? Si oui, pourquoi accepte-t-elle d'installer des équipements inutilisables par une partie des voyageurs?
Pourtant, la STM se dotait en 2011 d'une politique en accessibilité universelle qui, ultimement, vise à ce que l'ensemble des voyageurs profitent des services offerts par la société de transport. En retirant la fonctionnalité sonore de ces équipements liés à la vente de ces titres de transport, la STM commet une entorse des plus significatives à cette politique. Les personnes aveugles et amblyopes devront, comme c'était le cas avant 2012, se rabattre sur les points de vente externes, comme par exemple les pharmacies, dépanneurs, etc., ou sur les services d'échangeurs, et entre parenthèses c'est écrit, lorsqu'ils sont présents dans leur loge pour se procurer leur titre de transport. La STM doit impérativement éviter le tort causé. Elle doit cesser d'installer des équipements inadéquats jusqu'à ce qu'elle ait trouvé un fournisseur qui réponde à ses besoins. Source: Regroupement des aveugles et amblyopes du Montréal métropolitain. Renseignements: Yvon Provencher, agent de développement et de communication, Regroupement des aveugles et amblyopes du Montréal métropolitain, RAM, téléphone 514-277-4401, poste 113, et le courriel, c'est yprovencher @ram.org, yprovencher@ram.org. Nous vous invitons à participer à notre petit concours pour avoir la chance de vous mériter une copie papier ainsi qu'une version adaptée du livre Les rêves d'Alice de l'auteur Frédéric Charbonneau. Pour vous inscrire, vous n'avez qu'à nous écrire en passant par notre site web au www.martinchouinard.com ou en utilisant l'adresse connaissez-vous2017@gmail.com sans tiret. Ce concours s'adresse aux résidents du Québec seulement et vous avez jusqu'au dimanche 25 février 2018 à minuit pour y participer. Le nom de la personne gagnante sera dévoilé pendant notre émission mise en ligne le vendredi 2 mars 2018. Bonne chance! À notre prochaine émission! Pour le premier anniversaire de Connaissez-vous, nous changeons d'animateur. Martin Chouinard explique à Katia Darèche d'où lui est en partie venue son inspiration pour mettre sur pied son projet d'entrevue. Moi, je me souviens, il y a une émission que j'écoutais, c'était l'émission de Michel Jasmin. Oui! Michel Jasmin, il faisait des longues entrevues. C'était génial! Quel intervieweur, Michel Jasmin! Je pense que ça m'a beaucoup inspiré. J'ai pas la prétention d'avoir les talents d'intervieweur de Michel Jasmin, là, mais ça m'a inspiré. Mais je te comprends parce que quel intervieweur quand même. D'avoir quelqu'un là pendant 1 heure, tu sais, devant lui puis de le questionner là. De le questionner puis c'est ça, il faut trouver les bonnes questions puis il faut s'ajuster. Il y en a qui jasent beaucoup, il y en a qui parlent moins, il y en a qui mettent des restrictions. Ben en plus. Alors, nous sommes de retour avec notre invité qui est Richard Lavigne et pendant la pause, on a discuté de ce qu'on allait dire pour conclure cette émission que, à ma foi, très passionnante. On aurait pu parler longtemps comme ça, je crois. Et là, Richard, tu me disais, et je pense que c'est ta douce même qui nous l'a crié d'en haut, c'était quoi un peu ta... Ben c'est ça, tantôt je me demandais, une de mes passions, je ne dirais pas que c'est une passion, mais c'est un hobby que j'ai commencé, c'est que je brasse de la bière maintenant. Je brasse de la bière, c'est mon ami Marc Saint-Onge qui m'a initié à ça, mon presque voisin Marc. Alors c'est ça, depuis 1 an, là, régulièrement, je brasse de la bière, puis... c'est quand même assez d'ouvrage, bon, c'est de la bière, hein? C'est une journée là complète. Après ça, faut que tu mettes ça en fermentation, après ça dans une autre étape de fermentation, après ça faut que t'embouteilles ça, faut que t'attendre. Fait que c'est un autre hobby que j'ai développé, de la bière, puis j'ai fait un peu de vin aussi. Le vin, j'en ai fait 2 fois.
La bière, ça fait, je pense, 22 bières 22 recettes de bière que je fais. Ah, 22 recettes. Okay. Une recette, c'est entre 50 et 63 bières, à peu près des petites bières, là. OK. Fait que là, faut boire ça aussi, là. Ça ouais, courage, là. C'est bien beau, là. Alors, non, j'en ai plein, là. Non, je bois pas tout ça, parce que j'ai pas le temps. Mais, non, c'est agréable, c'est le fun de faire des expériences. Plus ça va, plus les bières sont bonnes aussi, on prend l'expérience, tout vraiment aseptiser ça, là, les équipements, puis c'est vraiment le fun. Ça prend combien de temps en tout faire à partir du début jusqu'au moment où on peut la boire? On peut la boire, là, je dirais 1, 2, 3, 4, 5, 6 semaines. OK, quand même. 5 semaines, là, 6 semaines idéalement. Ouais. Il y en a que c'est plus long. J'en ai fait une là qui était plus longue, là. Elle a été, elle, fermentée à froid. Ça a été comme 2 mois, là, plus. Une recette, là. Ça dépend des recettes, mais je pense 5-6 semaines, c'est la moyenne, je dirais. La moyenne, je dirais. Le vin, c'est beaucoup plus long. Le vin rouge, c'est 3-4 mois. Le vin blanc, c'est 2 mois et demi, 3 mois. Le vin rouge, j'en ai fait au mois de juillet, là, puis on vient de commencer à en prendre, là. Puis ça, ben c'est sûr que plus t'attends, meilleur c'est, là. La bière aussi, hein, c'est sûr que si t'attends un peu plus longtemps, c'est meilleur, mais bon, à un moment donné, t'as hâte de voir comment ça goûte, là. D'avoir l'essayer, le produit, mais ouais. Mais le vin, quoi, tu trouves ça moins... Ben, j'aime moins ça parce que c'est moins le fun à faire. Moi, j'achète déjà c'est comme un concentré, là, je mets dans l'eau avec d'autres produits un peu, là, des copeaux de bois, tout ça. Parce que la bière, il faut faire chauffer l'eau, faut faire tremper les grains, faut rincer ça avec d'autres eau, puis ça, vider ça dans un autre seau pour le faire bouillir encore 2 heures, 1 heure, après ça, tu mets ça dans un... Il y a plus d'opérations. Plus de troubles, c'est plus d'ouvrage aussi, là. J'aime mieux ça. Mais ça donne plus l'impression de... C'est plus le fun. Le vin, tu mets ça là-dedans, puis t'attends, tu sais, je veux dire, là, tu te transites dans le touris 2 semaines après, mais tu sais, c'est pas, c'est moins le fun. Puis l'embouteillage, c'est moins le fun. La bière, ça va mieux, tu sais. Ça va mieux, c'est plus le fun. Mais le vin, j'ai eu 2 bons résultats. J'ai fait un rouge puis un blanc, puis moi, je l'aime bien. Le prochain va être meilleur, tu sais. Fait que puis du cidre aussi. Mon projet, c'est de faire du cidre. Ah, oui, ouais. OK, il y a le du cidre. Porto, ouais. Du Porto, ça, c'est plus long, ouais. Ben, ça, c'est plus tard, tu sais. Je me garde ça pour plus tard. Puis là, ben, c'est ça, j'écoute aussi Netflix, hein, j'écoute la télé, comme je n'ai jamais écouté la télé. Puis je vais dans le salon aussi, le salon QC, le fameux salon, là, pour jouer aux cartes, là, le Quentin. Les jeux. Ouais, les jeux, là, je sais pas si d'autres t'en ont déjà parlé dans tes entrevues. Mais il y a Fernand qui nous en avait parlé un peu. Ça, c'est un beau projet qui a été mis en place par des jeunes, des flots de 20 ans, là, 6 ans, 7 ans. Des Suisses et des Français. Et ça joue sur l'ordinateur. Tu peux jouer, je pense qu'il y a, mon Dieu, il y a une cinquantaine de jeux, il y en a plein de jeux. Il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de jeux. Et tu peux jouer soit avec des ordinateurs ou avec des vraies personnes. Hein? Alors, on joue, puis souvent, ce qu'on fait, on fait des tournois. On organise plusieurs tournois avec Sylvie, là, ma conjointe, puis d'autres, on organise plusieurs tournois. Puis après ça, ce qu'on fait, on va sur Skype aussi. Comme le vendredi soir, là, on se met une gang sur Skype, puis on joue, puis on discute. C'est comme si on était quasiment un côté de l'autre. De toute façon, on est aveugle. Alors, tu sais, bon. OK, c'est que là, vous êtes connectés sur Skype. On est sur Skype, puis on joue. Vous pouvez parler. Non, on parle, puis on joue. Jouer. Ouais, c'est ça. Puis là, ben, c'est ça. Puis les tournois, ben, c'était la même chose. On avait comme une radio, là. J'avais une radio Internet, là, si on peut dire. Fait qu'on faisait des émissions de radio dans le cadre du tournoi. Fait qu'on discute, on fait des niaiseries, on fait jouer de la musique. Là, je le fais moins, là, mais on faisait aussi, à un moment donné, je faisais des émissions sur le salon, là, de la radio, faire découvrir de la musique québécoise, toutes sortes de musique aux Français, aux Belges, aux Suisses, tout bon, ça. Fait que ça, les gens appréciaient beaucoup. Fait que ça, c'était le fun. C'est juste qu'à un moment donné, faire de la radio, faut peut-être de quoi dire. À un moment donné, c'est compliqué, là, mais on met de la musique. Quand on sait plus quoi dire, on fait écouter, on fait découvrir des choses québécoises. Puis les Français, puis les Belges, puis les Suisses, les autres, les Africains, tout ça, ils font, les Arabes, ils font découvrir leur musique. Fait qu'on rencontre des gens. Ça, c'est intéressant. Là, j'en fais un peu moins de salon. À un moment donné, ça fait son temps, mais j'en ai fait beaucoup. J'ai joué aux échecs aussi un peu, mais pas beaucoup. J'étais pas bon. J'étais pas bien bon aux échecs. Fait que j'ai comme un petit peu laissé tomber. Mais là, tu dis les échecs en vrai, là, pas sur le salon. Ben, il y avait un salon d'échecs aussi. OK, il y avait un salon. Ouais, l'association des joueurs d'échecs du Québec, puis d'autres, il y a un salon genre d'échecs. Qu'on joue chacun sur nos jeux, mais sur Skype, dans le fond. T'sais, chacun joue sur Skype. Chacun joue sur son jeu chez eux. Puis il donne les coups. OK. B2, B4. B2, pas B2, B4, mais c'est
voyons, 7, 5, tu donnes les coordonnées de tes coups. Donc, chacun chez vous, chacun sur on votre joue ordinateur. sur notre jeu. Non, on joue sur des jeux. Moi, je joue sur un vrai jeu. OK. Mais je donne mes coups sur Skype. OK. OK, c'est juste, le Skype, c'est juste pour transmettre. C'est juste pour transmettre les coups. Puis il y a un arbitre, là, qui prend les coups, là, tu sais, qui enregistre tout ça, là, pour pas qu'il y ait de niaiserie. Parce qu'il y a eu des tricheurs, là, aussi, déjà, là. Ouais, maintenant, tout ça. Ouais. Ben, c'est ça. C'est sûr que, globalement, juste avant de terminer, il y a une chose que je voulais te parler, Martin, avant que tu termines, c'est que, tu sais, dans les années 80, il y a eu l'adoption d'une politique québécoise sur les personnes handicapées à part égale, puis en 2008, elle a été remise à jour, cette politique à part entière, ça s'appelle. Et moi, j'ai eu la chance de travailler là-dessus avec l'ensemble des organismes. J'avais été engagé par tous les groupes québécois, là, les groupes de défense des droits, là, t'avais 4 grands regroupements qui m'avaient embauché, puis j'avais fait cette affaire-là. Et tu sais, tantôt, quand on dit de quoi j'étais fier aussi, tu sais, le centre communautaire, le Publifund, oui. Mais à part entière, au plan politique, c'était quelque chose que j'ai bien aimé aussi faire. Cette politique-là qui, si elle était mise en œuvre, hein, parce que c'est toujours ça le problème, si elle était mise en œuvre, permettrait aux personnes d'être plus actives, plus autonomes et surtout moins pauvres. Ça a été aussi un dossier là, sur lequel j'ai travaillé les dernières années, là, la pauvreté, notamment là, le fameux revenu minimum garanti. Là, je pense que le gouvernement ne le fera pas, mais malheureusement. Là, mais c'est des enjeux comme ça qui m'ont vraiment allumé toute ma vie, là, à part de faire de la bière depuis un an. Là, ça a été pas mal intéressant comme carrière. Je suis bien content aujourd'hui que d'autres prennent la relève. Hein. Je pense que les jeunes sont capables. On a des bons jeunes, ils font ça à leur manière, puis tant mieux, il faut que ça bouge. Et moi, j'encourage tous les jeunes à s'impliquer de la façon qu'ils trouveront le plus adéquate pour eux autres. Là. Mais je pense qu'il faut prendre notre destinée en main, parce que si on attend après les autres, ça fonctionnera pas. Ça, c'est peut-être le message que je dirais. Faut pas attendre. T'sais, les droits, là, faut les revendiquer, faut les exercer. C'est bien dur d'attendre après les autres. Il y a personne qui va t'offrir des choses si tu te manifestes pas. Et sans faire mon vieux bonhomme qui donne des conseils, moi je pense qu'il faut que les jeunes y croient. Y croient. La réalité a changé, mais je pense qu'ils ont les outils. Les jeunes ont les outils pour se défendre, notamment les jeunes femmes. Les femmes, faut qu'elles se prennent en main. Faut pas que les femmes se gênent pour dénoncer ce qu'elles considèrent comme inacceptable. Et moi, dans ma petite carrière au RAM, entre autres, j'ai eu tellement de plaintes de femmes qui étaient victimes, qui disaient être victimes de harcèlement sexuel, mais qui me rappelaient le lendemain pour retirer le plainte. Faites pas ça. Allez au bout de vos plaintes. Vous serez pas seul. On voit dans le monde comment ça vire, là. Fait que c'est pas parce qu'on est handicapé ou autre qu'on doit se taire. Faut accepter ça. Faut pas accepter. C'est inacceptable, puis il faut se battre. Puis, je pense que c'est comme ça qu'on finit par être heureux et se réaliser. L'important, c'est pas d'être riche, c'est pas d'être égal, c'est d'être soi-même, d'être bien dans sa peau. Voilà. C'est un très beau message. Et on en a besoin de relève aussi. On a besoin de jeunes, on a besoin de gens qui vont trouver comment être utile, comment apporter leur part dans la société. Oui, puis il faut pas hésiter à foncer, puis de toute façon, si ça n'a pas d'allure, vous vous en rendrez bien compte, les jeunes. Puis souvent, ça a de l'allure, c'est juste qu'on ne sait pas d'avance, on sait jamais ça avant, on sait après. Si on n'essaye rien, on ne saura pas. Moi, quand j'ai essayé de faire le centre communautaire, il y a bien du monde qui ont ri de nous autres, là, mais ça a marché. Ça a marché pendant 10 ans, les 10 ans, ça a bien marché, ça, là. Là, je ne sais plus maintenant, parce que je suis moins actif au niveau du RAM, mais dans le temps, ça marchait bien. Les parties marchaient bien, les activités marchaient bien. Le Publifund, c'était la même chose. Combien de gens nous ont dit qu'on se casserait la gueule avec ça? Il y avait des millions d'écoutes là-dedans. Là, c'est disparu, là, mais bon, à l'époque, ça faisait un job, tu sais. Puis, c'est juste que si tu l'essayes pas, tu le sais pas. Si tu l'essayes, tu te casses la gueule une fois ou deux, mais à un moment donné, quand tu te casses la gueule, t'apprends. C'est sûr qu'il faut apprendre un petit peu de ces casse-gueules, là. C'est sûr qu'il faut, ça fait 25 fois que tu essaies la même affaire puis ça marche pas, peut-être trouver une autre façon, là, mais moi, je pense que moi, j'ai bien confiance en l'avenir. J'ai bien confiance en l'avenir.
Et pas nécessairement à l'élite, mais aux gens ordinaires. Parce que l'élite vont toujours vouloir contrôler un peu plus, se garder peut-être un peu pour eux les choses, mais faut pas se gêner. Et maintenant qu'il y a le Facebook puis ces affaires-là, utilisez-les. Et je pense que ça, pour moi, c'est quelque chose. Moi, je connais pas bien ça, mais ce que je sais, c'est que ça marche. Si ça marche pour d'autres, pourquoi ça marcherait pas pour nous? Et puis on a des geeks dans notre milieu, des gens qui savent comment ça marche, puis je pense qu'il faut pas... Ouais, on en a reçu quelques-uns, d'ailleurs. Ah, sûrement qu'il y en a des geeks, là. En tout cas, moi, j'en ai vu une couple, là, mon Dieu, on voit qu'ils savent... Ils sont nés avec l'ordinateur dans les mains, là, qui sont prêts à... Moi, je pense que bientôt, les jeunes vont venir au monde avec une clé USB et un Bluetooth dans le cerveau, bientôt. Là, non, c'est ça. Oui. Ça va venir. Ça va venir que ça... Puis, il faut pas... Puis, pour les gens qui perdent la vue, parce que c'est ça le problème aussi, il y a beaucoup de plus... Les gens, on vit de plus en plus vieux. Donc, il y a de plus en plus de gens qui vont perdre la vue, hein, avant de mourir. Faut pas penser que la vie est terminée, hein. Je pense qu'il faut essayer. C'est sûr qu'il y a un deuil, là, c'est normal, là. Je pense qu'il il y a personne qui est content de perdre la vue. Mais il faut pas désespérer. Il y a des portes de sortie, il y a des groupes, il y a des façons il y a des intervenants qui peuvent vous aider. S'il vous plaît, faut croire que même si on n'a plus la vue, si on l'a moins qu'avant, on a d'autres choses. On n'est pas juste des aveugles, on est des personnes aussi. D'abord et avant tout, on est des personnes. Puis le fait de perdre la vue, ça donne un bon coup, là, c'est vrai. Mais moi, je vous dis, lâchez pas faut pas lâcher la patate, comme on dit. Faut pas lâcher parce que un jour ou l'autre, le soleil va revenir. Puis il y a des ressources pour vous aider. Il faut pas se gêner d'appeler dans votre centre de réadaptation. Puis si ça marche pas, il y a vos groupes. Hein, à Montréal, il y a le RAM, il y en a des RAM partout au Québec, là. Enfin, faut pas hésiter à faire valoir ses droits. Après tout, on a le droit. Hein, ces services-là, c'est pas des privilèges, hein. C'est un droit qu'on a. Alors, faut les utiliser. Ben, voilà. Je pouvais pas m'empêcher, Martin. Non, mais c'est super. Un petit droit encore, là. Je pouvais pas m'empêcher. Faut le dire. Je pense qu'on le dira jamais assez. Puis c'est pour ça aussi que j'ai mis sur pied ce projet-là. C'est pour essayer aussi de se faire entendre de différentes façons à travers moi, à travers les invités. Ouais. Et voilà, ça fait que je pense. Je te remercie beaucoup de m'avoir contacté. Je suis très honoré. Je trouve que c'est un très beau projet. C'est fait sans prétention, hein. Justement, c'est fait comme ça. On est sur un coin de table dans mon sous-sol, oui. là, tu sais. On n'est pas à Radio-Canada, là. On est chez nous, dans mon sous-sol, bien assis tranquillou. Puis c'est parfait. C'est ça, la démocratisation. C'est ça. Alors, Martin, je te félicite pour ton projet. Ben, merci. Que ce soit tout le succès voulu, puis n'hésitez pas à vous manifester. Mais comme je le dis, hein, moi j'ai parti le projet, ça me prend des gens pour venir parler. Ça fait que toi, Richard, tu as accepté. Il y en a beaucoup qui l'ont fait. Il y en a qui l'ont pas fait, puis je les respecte. Ben oui, les gens ont le droit. Hein, c'est avec ceux qui vont accepter qu'on va qu'on va avancer. Ben moi, c'est ça que j'ai aimé dans ton projet, c'est que c'est sans prétention, c'est pas, c'est informel. Voilà. Parce que j'avais été approché pour d'autres projets plus formels, puis ça me tentait moins un peu. Je me sentais moins libre de... Bon, là, je sais pas comment les gens vont trouver ça. Moi, j'ai dit un peu, là, je me suis pas vraiment préparé. Moi, j'ai dit ce qui me passait par la tête, là, parce que justement, j'ai l'impression que c'est fait comme pour... ça fait de grandes performances, là, de grandes... C'est spontané. C'est ça. Alors voilà, bravo. on va finir là-dessus. De toute façon, les gens, vous savez comment communiquer avec nous pour nous écrire, nous faire part de vos commentaires, de vos questions, de vos suggestions. Vous le savez, vous le faites et c'est très apprécié. Je vous invite à continuer à le faire. Et moi, là-dessus, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à la prochaine pour une autre émission de Connaissez-vous.